sais pas si vous êtes deux à me demander quelque chose là en ce moment. Ouais. Et l'autre, il s'appelle, je ne sais plus, mais qui habite en dehors de Paris. Donc j'ai confondu les deux. Ouais. Et donc pour moi, le deuxième, Ouais. à chaque fois, il me redemande, il m'envoie des questions, mais je me dis, mais c'est bizarre, c'est pas les mêmes questions que toi. Ouais. Et après, heureusement, comme toi, tu es venu, Ouais. et en plus, tu m'as montré la photo, Ouais. ça m'a vachement touché. Et c'est pour ça que j'ai dit aussitôt, non, t'inquiète pas, on va faire ça très vite. Alors que l'autre garçon, ça fait un petit bout de temps, parce qu'il habite en dehors de Paris. C'est pour ça que je disais, où est-ce que tu habites, parce que je ne comprenais plus. J'ai confondu avec l'autre garçon. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, mais du coup, mais ça me fait plaisir et tout moi aussi, de voir en fait, en fait, parce que je me dis, au début, je ne vais pas te mentir, déjà même du temps que j'étais à la radio, tu vois, je me suis dit, ouais, les gens et tout, ils vont pas ils vont me refouler, tu sais, je vais me prendre des vents en fait. Ouais. Oui, mais même si ça arrive, il n'y a pas que ça, quoi. Non, mais surtout, au contraire, non, ils me disent même que c'est déjà mieux, même que ce soit des trucs, des médias qui sont pas réellement trop connus, qui viennent et tout à nous, parce que généralement, quand c'est des médias qui sont un peu connus, des fois, ils vont après trop prendre la grosse tête, déjà qu'ils ont déjà la grosse tête. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, ouais, du coup, non, puis moi, je me suis dit, ça peut être pas mal et tout, en fait, absolument. et puis, ouais. Du coup, non, c'est pas. Après, j'ai déjà lancé, mais après, je vais couper, t'inquiète. Oui, non, il n'y a pas de souci. Du coup, déjà, bonjour et merci déjà d'avoir répondu présent, j'ai envie de te dire. Écoute, ça fait très très plaisir, moi, de pouvoir répondre à ces questions. D'accord. Ouais. Du coup, Alexis, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors, donc Alexis Dessau, voilà, je suis comédien, j'ai une quarantaine d'années que j'ai fait ce métier d'artisan, j'aime bien dire artisan comédien, parce que c'est beaucoup de théâtre depuis toutes les formations depuis le conservatoire. Et voilà, donc artisan, comédien et metteur en scène, voilà, on peut dire ça déjà. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné le virus du théâtre dès l'enfance, en fait? Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai été élevé par ma petite maman, seule, qui était vedette principale chez Mayol. Alors, Mayol, pour certains, ça parle peut-être pas. C'était un musical très très connu à Paris. Et donc, elle chantait, dansait, faisait la comédie, enfin voilà. Et donc, elle a tout arrêté ensuite pour m'élever. Et à la maison, il y avait un peu des réminiscences artistiques comme ça, parce que je retrouvais quelques artistes, quelques accessoires qui lui servaient et tout. Et c'était très, très rigolo de sentir cette atmosphère un peu bohème, un peu artistique. Et donc, elle m'a parlé assez tôt, il y avait des poèmes, je me souviens sur une conduite comme ça dans la salle de bain, il y avait un poème de Prévert, dans la cuisine, il y avait un poème de Prévert, il y avait quelques affiches et tout. Et voilà, tout ça m'a donné déjà un peu le goût et l'envie de tout ce qui est artistique, quoi. Okay. Ensuite, tu as intégré le théâtre des Deux Rives, puis le conservatoire de Rouen, dans la même promotion que Valérie Lemercier, Karine Viard ou Franck Dubosc. Comment était cette époque de formation? Alors c'est surprenant parce qu'effectivement il y a aussi Virginie Lemoine, enfin, il y a beaucoup de gens, pour en citer beaucoup, qui sortent du conservatoire de Rouen. Et avant Annie Dupéré, Patrick Chenet, enfin, voilà, les générations au-dessus de la mienne. Et du reste, j'ai un projet bientôt avec quelqu'un qui est sorti aussi de cette promotion pour une mise en scène en 2028. C'est déjà des projets dessus. Ouais, donc c'est un projet futur. Mais donc ce qui m'avait vraiment touché à l'époque, parce que j'étais un peu aventurier, moi je revenais des Antilles, je suis parti à l'aventure très tôt, j'avais 16 ans et demi. Donc il fallait une autorisation de sortie de territoire que maman m'a accordée avec grande confiance. Pour ceux que j'allais partir 15 jours, je suis resté quand même quelques mois. C'était pour moi un éveil sur l'aventure, sur le monde, enfin voilà, une vraie ouverture. Et quand je suis rentré, je dis non, il faut absolument que j'intègre une école quand même sérieuse et officielle. Et donc on a eu un professeur extraordinaire, ce Jean Chevrin, avec beaucoup de rigueur, un peu paternaliste et en même temps extrêmement appliqué sur les textes, sur la littérature, et sur toute l'histoire du théâtre, enfin bon, voilà, toutes ces formations. Et cette rigueur m'était nécessaire en fait. Et donc il y avait une tenue, je me souviens qu'il avait dit ce ne sont pas les meilleurs qui réussissent, mais ceux qui travaillent le plus. Et puis après, c'est dans la persévérance, il y a une croissance et tout. Puis voilà, tu vois, ça fait plus de 40 ans maintenant.
Et l'ambiance, tu as cité quelques noms comme ça connus, c'était des personnes qui étaient toutes assez sages, on était tous un peu dans nos petits souliers quand même, donc on s'autorisait à prendre certains textes, et lui il était très bienveillant, avec moi notamment, parce que je faisais de la boxe thaï et je faisais de la danse. Et il était attentif à tout ce qu'on pouvait faire aussi un peu en dehors du conservatoire. Donc, tout ça pour dire, à la fois il y avait de la rigueur, de la tenue, et c'est ce qui me plaisait beaucoup, et puis en même temps un encouragement de voir toute cette équipe-là de conservatoire qui avait la niaque, qui voulait vraiment qu'il se passe quelque chose. C'est ça en fait, qui se battait en fait. Ah ouais, on se bagarrait pour passer des scènes, on était très à l'écoute, on était très présents. C'est limite un peu à qui allait voir limite le premier rôle un peu, je pense, c'est ça, non? En tout cas, passer le maximum, essayer de passer le plus souvent sur scène, pas être trop en retrait et pas trop de théorie, beaucoup de pratique. Et c'est ce que je pourrais parfois reprocher un petit peu dans certains cours, c'est quand ça parle beaucoup en théorie et qu'il y a un peu de pratique. Et là, c'est important qu'on expérimente, qu'on se trompe. Moi, je pense que de toute façon, c'est la pratique pour mieux apprendre en fait. Absolument. Tu as ensuite monté à Paris et travaillé avec des figures comme Ariane Mnouchkine ou Andreas Voustinas. Quelles ont été les plus grandes leçons de ces expériences? C'est marrant, c'est bien que tu me parles de ces deux noms-là, parce que il y a eu d'abord Andreas Voustinas quand je suis monté après à Paris, comme on disait là. Et ce qui a été très intéressant, c'est que là, j'ai découvert ce qu'on appelle la psychotechnique du comédien. C'est-à-dire toute la formation de l'acteur, de Stanislavski, reprise par Strasberg, etc. Et Andreas Voustinas était un coach chez Strasberg, qui travaillait vraiment sur ce qu'on appelle la méthode. Donc on travaillait sur les mémoires sensorielles, les mémoires affectives, les moments privés, toute l'intériorité du personnage et toute la psychologie des personnages dans les textes. Donc ça, c'était vraiment complémentaire et intéressant après le conservatoire, qui était plus académique, mais magnifique, puisqu'on travaillait sur la respiration, on appelle la respiration de l'auteur, et sur pourquoi il s'était écrit de telle façon, etc. Enfin, on était beaucoup dans la forme et dans, je dirais, l'intuition du personnage et la découverte des auteurs. Là, on allait sur la psychologie des personnages, donc on travaillait plus en profondeur. Mais au bout d'un moment, ça peut aussi avoir ses limites. C'est pour ça que c'est bien en France, parce qu'on peut avoir des formations tout à fait complémentaires. Et ce qui était intéressant là, c'est que juste après, quand j'ai pu travailler chez Mnouchkine, c'est qu'on était de nouveau au service du personnage. Le fait de travailler sur des masques, de pouvoir être dans cette distanciation, ça permettait de se dire, bon, il y a le jeu, le JE, d'accord, mais il y a aussi le JEU. N'oublions pas le plaisir aussi de jouer, d'offrir, et là on est sur les états affectifs, parce que le masque ne permet pas d'être trop dans la psychologie du personnage. Il t'indique et il t'amène à jouer dans l'état affectif, d'offrir des états, étape après étape. Donc le fait de travailler chez Mnouchkine après Voustinas, c'était formidable. Ensuite, tu as incarné l'inspecteur Mota pendant plus de 20 ans dans Julie Lescaut aux côtés de Véronique Jeunesse. Comment ce rôle a-t-il marqué ta carrière? Alors, ça l'a marqué parce que... Alors, juste avant, j'avais fait Les Paparov. J'étais un petit jeune dans une série. J'ai rencontré Michel Constantin, Dreyfus, je l'avais vu avec Tonton Flingueur et autres. Donc, c'était énorme de voir ces personnalités. Donc, j'étais très heureux d'avoir été pris sur un casting, parce que je ne connaissais absolument personne. Donc, il fallait vraiment se bagarrer. Et puis, quand il y a eu cette... Alors, d'abord, c'est Caroline Huppert, la réalisatrice et autrice, qui est venue voir une pièce que je jouais, dans laquelle je chantais aussi, grâce à Yves Pignot. Et c'est une pièce qui se jouait au TBB à l'époque, c'est le théâtre ouest parisien, le théâtre de Boulogne-Billancourt. Et elle est venue voir cette pièce la veille du casting. Et moi, le casting, j'avais été appelé par Nora Habib, qui s'est endormie là maintenant. Et elle m'avait appelé, Nora, pour le casting pour un rôle d'une journée. Un petit rôle, comme ça, d'un journaliste, quelqu'un qui faisait une interview. Et ce qui a été extraordinaire, c'est quand j'y suis allé, la réalisatrice a dit, mais je vous ai vu au théâtre, là,
hier, non? J'ai dit, oui, j'étais. Elle venait de me voir dans un très beau rôle dans lequel je chantais, je jouais Boris Vian, etc., dans un grand théâtre. Donc elle m'a dit, non, mais on va essayer de trouver un autre rôle plus important. Donc elle m'a proposé, elle m'a dit, on va développer un rôle sur un enquêteur. Bon, il n'aura pas beaucoup de jours, on ne sait pas trop, mais voilà. Et puis voilà, j'ai fait 20 ans. Et ce que ça m'a permis, outre la rencontre comme ça avec une équipe, tout le travail de l'équipe technique, de la réalisation, etc., c'est de travailler sur la notion du cadre, l'objectivité, subjectivité d'un cadre, mais aussi les comportements, toutes ces relations. Donc je dis souvent que pour moi c'était un vrai privilège, parce que c'était une formation professionnelle rémunérée sur l'image, parce que moi j'étais parti pour le théâtre, et là d'un seul coup, tu fais 20 ans de télévision, ça plus les pubs et les autres tournages à côté, les films industriels, et les courts-métrages, t'apprends. C'est ça, Et sinon, du coup, dû au tournage de la série Julie Lescaut, t'as un petit souvenir qui t'a marqué? J'ai plein de souvenirs, d'abord parce que je retrouvais Mousse, que j'avais rencontré aussi un peu dans la boxe, et c'était vraiment un ami, donc j'étais très heureux que j'avais rencontré avec Stéphane Ferrara, et j'étais extrêmement heureux de retrouver Mousse, donc on avait une immense complicité. Mais ça se voyait un petit peu dans vos regards et tout, ça se voyait en fait dans votre regard et tout. Mousse, il a été pour moi, je l'appelais Moussaillon parce que pour moi c'était un peu mon frérot, je disais non. Il venait, on se voyait aussi en dehors. À un moment donné, j'ai eu une période un peu compliquée familialement, enfin professionnellement et financièrement. Il est venu. En fait, on va dire qu'il a joué le rôle de l'ami. De toute façon, c'est toujours quand on passe une mauvaise période, on voit qui sont les vrais amis. Absolument. Et là, lui, il a été très concret. Il est venu notamment avec un chèque pour mon loyer. Voilà. Et même, je crois que c'était pour 2 loyers. Voilà, 2 chèques, bam. Et j'ai dit, non, je ne peux pas accepter ça et tout. Et c'était énorme pour moi. Donc, je continue à le porter dans mes prières, que son âme soit vraiment en repos. Mais ça, je sais parce que du coup aussi, mes parents aussi, ma mère qui maintenant, elle aussi qui s'est éteinte, tu vois. Et toi et Mousse, du coup, vous étiez avec Véronique, vous étiez leur préféré en fait dans la série. Oui, parce qu'il y avait c'était des personnages en même temps un peu maladroits, mais on se souvenait d'eux parce qu'il y avait cette complicité. Il y avait un truc qui marquait en fait la chose à l'écran en fait, pour que les gens flashent en fait, on va dire, sur votre personnage. C'est marrant parce que souvent, j'entends souvent ça. Ça veut dire qu'il y avait vraiment une identité forte. En tout cas, voilà. Et si tu veux une petite anecdote, en fait, comme je faisais du sport, etc., quand je sortais sur le terrain, parce que moi, évidemment, j'avais envie de sortir sur le terrain. Mota, au début, il était enquêteur, après, il était inspecteur, puis il a monté les échelons, puis il a terminé commandant de trucs. Oui, parce que je vois dans une des dernières saisons et tout, on voit, du coup, tu es en train de parler avec Lescaut quand elle est dans les nouveaux bureaux. C'est drôle. Et donc, c'était. Même que du coup, il y a un gars qui t'avait pris pour un truc de drogue, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une évolution sur le personnage, et tant mieux. Et je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin, mais bon, c'est comme ça, la pression, ce qu'il y a déjà. Ça s'est terminé un petit peu, on va dire. Oui, un peu. Puis même aussi la Véronique, j'avais déjà vu et tout sur ce qu'on faisait une pièce de théâtre, tu vois. Et après, vite fait, à la fin, j'avais parlé et tout avec, elle me disait qu'après, du coup, ce que les réalisateurs lui proposaient, ça lui rentrait plus trop dans ce qu'elle voulait faire non plus. C'est ça. Du coup, c'est pour ça un petit peu, elle a voulu mettre aussi un petit peu en fin au truc. Ouais, ça arrivait peut-être un peu. Mais moi, je trouve ça un peu dommage que ce soit arrêté comme ça. Mais en tout cas, on va dire en fait, ça s'est arrêté, mais sans réellement qu'il y ait une fin un peu dramatique ou. C'était un peu surprenant. On va dire que genre, ça s'est terminé sur une intrigue un peu. Et en tout cas, la petite anecdote, c'est que donc quand je sortais, qu'il fallait prendre une voiture, qu'il y avait une poursuite, une cascade, je faisais moi-même. J'avais pas de doublure. En revanche, dès qu'il fallait, j'étais censé être le génie de l'informatique, d'accord ? Il faut savoir qu'à la maison, je joue jamais à l'ordinateur. Je connais absolument rien à l'informatique. D'accord. Je fais tout sur mon téléphone et c'est pas moi qui m'occupe de l'ordi à la maison. Donc j'avais une doublure doigt. Donc dès qu'il fallait, j'étais censé aller très très vite évidemment sur le clavier. Donc doublure doigt pour Alexis, voilà. Donc, alors que j'étais censé être le pro de l'informatique.
On m'a même, et ça, je pousse l'anecdote un peu plus loin, on m'a même proposé pour, je ne sais plus pour quelle application, quel programme, de faire de la publicité pour des formations sur l'ordinateur. Donc je disais un prompteur, je ne sais absolument rien. Donc j'avais une doublure doigt dans la série. Ah ouais, non, ça devait être marrant du coup, je pense. Ah bah oui, c'est drôle parce que d'un seul coup, on s'attendait à la cascade de machin. Non, ça il fait. Alors, voilà. Ok, ordinateur, doublure doigt. Quel souvenir gardes-tu des tournages de... Bah du coup, on va dire pas la question, non, c'est pas la question que je t'ai posée juste après en fait. Sans même m'en rendre compte. Tu as également aussi tourné dans Capitaine Marlowe 2 épisodes avec José Dayan. Comment s'est passée cette collaboration avec Corinne Masserio? Ah oui, Corinne, c'est un tempérament aussi, Corinne. Donc ça s'est bien passé parce que elle jauge très vite. Elle voit dans l'œil si tu vas vraiment répondre ou pas. Et si elle sent qu'il y a du répondant, elle est à l'écoute. Et elle est généreuse dans le jeu. Elle propose très vite. Tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Il y a une ouverture. José, elle est en confiance. Elle choisit ses comédiens. Sans casting, c'est-à-dire que la plupart du temps, elle connaît, elle appelle, elle dit ok, hop, elle t'appelle et voilà. Donc, une fois qu'elle part du principe que si tu es là, c'est que tu fais ton job. Donc, elle fait une mise en place, mais après, c'est à toi de faire les propositions de jeu. Et donc, avec Corinne, hop, tu as une petite complicité qui s'est vite mise en place, proposer des petites choses, bing, et on fait une impro, si ça se passe bien, hop, on tourne direct, et en général, il y a une prise, deux prises. Ça va très vite avec José. D'accord. Tu es à la fois, du coup, comme tu l'as dit un peu plus tôt, comédien et metteur en scène. Qu'est-ce qui t'attire le plus dans la mise en scène? Ce qui m'attire le plus dans la mise en scène, c'est la direction d'acteur. C'est vraiment... tu étais là au théâtre hier, ça tombe très bien, tu as vu le jeu. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on puisse presque faire des plans serrés et se demander si on n'est pas au cinéma, tu vois, et de voir vraiment jouer la construction et de savoir... Quelles sont les intentions du personnage? Pourquoi il est là? D'où il vient? Où il va? C'est quoi sa psychologie? Qu'on soit dans les ambiguïtés, dans les profondeurs du personnage, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Ok. En 2019-2020, tu as tenu le rôle titre dans Qui de Dumas et Sartre, mise en scène par Alain Sachs, une pièce nommée Au Molière. Quel souvenir gardes-tu de ce rôle exigeant? Je garde un excellent souvenir parce que de toute façon, que ça soit pas d'un jour ou pas, pour moi, c'est le point d'orgue au niveau des personnages. J'ai fait une 60aine de pièces et celui-ci réunit tout. Parce qu'il y a le romanesque de Dumas, on a toute la profondeur par Sartre et Simone de Beauvoir sur cette adaptation. Et c'est du théâtre dans le théâtre. Donc, et avoir le privilège qu'on te confie un rôle comme ça, comme l'a fait Alain, après Belmondo, après Brasseur, et jouer dans des magnifiques théâtres. Moi, c'était extraordinaire. J'ai eu des moments très forts avant avec le Misanthrope, avec le Shakespeare, avec des pièces fortes comme ça. Et voilà, pour moi, ça reste un des souvenirs les plus forts. Et puis, j'ai l'impression que dans chaque personnage, même De Guiche l'année dernière dans le Cyrano, mais même dans ces personnages plus contemporains que je joue en ce moment, il y a, de temps en temps, j'ai un accent qui me rappelle qui. Parmi du coup toutes les pièces que tu as jouées ou mis en scène, Le Choix des âmes, Nuit blanche, Le Misanthrope, etc., y en a-t-il qui t'ont touché plus particulièrement et pourquoi? Ah non, ça c'est difficile de répondre à ça parce que il n'y a pas un seul projet qui ne m'ait pas touché. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a une conviction que je pouvais rentrer dans ces personnages et qu'il y avait quelque chose à raconter dans l'histoire. Donc, non, c'est curieux parce que ce qui m'intéresse, c'est d'être tellement dans la vérité du moment présent, vraiment, que du coup, j'ai l'impression qu'ils sont tous là en même temps. C'est une réunion de chaque personnage. C'est pas grave si tu peux quand même donner une réponse
ouverte plus, hein, voilà, c'est pas le problème. Hein. Tu vois, par exemple, dans le choix des âmes, j'aime énormément la conscience et les règles qu'il amène à avoir pour l'autre personnage. Enfin, ce que je peux dire en tout cas comme dénominateur commun, ce qui est pour moi important, c'est qu'à chaque fois, il y a une prise de conscience du personnage. Quel que soit ce qu'il a vécu ou ce qu'il vivra, c'est qu'au moment donné, moi ce qui m'intéresse, c'est de lui donner tout le crédit possible pour qu'intérieurement, même si c'est pas écrit comme ça, je puisse lui donner une petite lumière. Pour moi, c'est important. Et ça me permet aussi d'avoir un échange du coup avec le public, qui fait que même s'il est touché par l'histoire, il puisse parallèlement se dire tiens, et ça m'a touché. Et surtout, je voudrais dire quelque chose. Le plus important, c'est pas seulement ce qu'on produit, mais c'est ce qui nous échappe. C'est les petits moments où d'un seul coup, c'est pas prévu, il y a quelque chose qui échappe, et ça touche le public. C'est curieux. Je vois et tout, parce que du coup, c'est le mois dernier, tu vois, avec mon frère, on allait voir une pièce de théâtre, dedans, il y a Ali Rami qui jouait, et en fait, ils sont partis, mais ils ont limite abandonné, on va dire, leur scénario, tous les personnes qui étaient présentes sur la scène et tout, et après, juste avant la fin, ils font j'espère que le producteur n'était pas dans la salle. Ah oui, d'accord, parce qu'ils ont improvisé. C'est ça, à un moment donné, ils sont partis en mode impro total dans le truc. C'est ça, du coup, non, mais après, c'est parti dans un fou rire, en fait. Mais les gens et tout sont rentrés avec eux aussi dans le fou rire et tout, donc c'est pour ça. Mais ça, que des fois, ça peut mettre, je pense même, mettre plus les choses en avant. Ouais. Alors là, ça dépend de quel type de pièce, parce qu'il y a des pièces où tu peux pas faire ça. C'était un truc un petit peu humoristique aussi, quand même. C'est ça. Et quand c'est comme ça, tu as la possibilité de sortir. Et sortir et rentrer. Mais la gageure aussi, c'est de pouvoir le faire avec un texte qui est écrit et de réussir à mettre tout ça à l'intérieur, même si ça ne se voit pas comme ça. En fait, du coup, celui qui avait produit ça, c'était Philippe Lelouch, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et non, ils ont profité, malgré que son fils, il joue dans la pièce, tu vois. Et même, du coup, à un moment donné, il regarde tout, il fait ah, ça va, mon père, il est pas là. C'est drôle. Mais non, mais c'est dingue, en fait. Même les pistons, tu vois, qui se lâchent là-dessus. Tu vas tourner aussi avec Milo Forman dans Valmont, Alain Berberian, La Cité de la Peur, et plus récemment, Jean-Paul Rouve dans Les Tuches 5. Comment évolue ton rapport au cinéma d'aujourd'hui? Alors, moi j'ai une frustration par rapport au cinéma d'aujourd'hui en ce qui me concerne. C'est que là, tous les films que tu as cités sont des petites interventions. Mais ça compte. Tout compte. Donc c'est difficile pour moi de parler de cette évolution parce qu'en fait, les beaux personnages que j'ai au cinéma sont des films qui ne sont pas beaucoup vus, parce qu'ils sont dans des courts-métrages, dans des moyens-métrages, donc ça va sur des festivals, etc. J'aimerais beaucoup être plus dans des longs-métrages. Pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être que ça changera, je l'espère. Peut-être qu'il y aura... Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les films d'auteur. Là, pour le coup, c'est vraiment comme pour la pièce que tu as vue hier, c'est qu'il y a des propos, qu'il y a de la matière, et aussi, pourquoi pas, une bonne comédie. Mais une bonne comédie, où on peut aller dans l'absurde et pas forcément dans la vulgarité. Ça, c'est des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Mais la vulgarité, tout ce qui est trop facile comme ça, c'est en force, quoi. Il y a certains sujets, des fois, c'est pas excellent, en fait, j'ai envie de dire. Non. Mais sinon, oui, les films d'auteur et tout ça, ça m'attire énormément. Quand il y a une vraie histoire, des vraies choses à défendre, des vrais personnages, c'est pas seulement pour dire ouais, j'ai tourné avec un tel ou je suis dans tel ou tel film, c'est surtout de se dire mais c'est quoi l'histoire? De quoi ça parle? Aussi, du coup, j'ai vu et j'ai entendu dire que prochainement tu allais tourner dans une série Netflix. Ah, ça y est, ça c'était cette semaine. Ah, ok, c'était lundi. Donc il n'y a pas. J'ai pas énormément de jours, mais j'étais content parce que voilà, deux très grands réalisateurs et une très belle série. Donc, et ça s'est plutôt bien passé le tournage et tout. Alors là, c'est marrant parce que j'ai pensé justement à l'ESCO parce que j'étais de l'autre côté là. C'est moi qui étais interrogé. Donc c'était assez sympa d'être. Enfin, assez sympa de se retrouver de l'autre côté là. C'était assez rigolo par rapport à ce personnage qui était un personnage un peu lâche, on va dire. Donc c'était assez intéressant à jouer. Tu réalises aussi des courts et des moyens-métrages. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la réalisation? Alors, moi, je ne réalise pas vraiment. J'aide à l'adaptation et à la direction d'acteurs. Donc, ça rejoint un peu sur le théâtre. C'est la conscience du cadre, la conscience des relations et du dialogue. Donc, après, c'est plus... une
fois de plus, qu'est-ce qu'on veut raconter, et donc la direction d'acteur. C'est ça, ok. Quels sont tes projets les plus excitants pour 2026-2027? C'est ceux que je suis en train de faire. Ceux qui sont en cours en fait. Ceux qui sont en cours. Là, tout de suite, là, il y a donc Mentor. Et je pense que ça pourra certainement se reprendre. Enfin, on l'espère parce que ça se passe vraiment bien. Là, le mois prochain, je fais une mise en scène, mais d'une rencontre avec un très bon pianiste, Antoine Roche, et Pierre Jouvencel, une rencontre entre Voltaire et Bach. Voilà. Après, l'année prochaine, j'ai aussi la mise en scène sur des lectures, mais incarnées sur Guillaume le Conquérant, avec une grosse équipe. Après, j'ai une très belle pièce qui s'appelle Les Voiles de l'exil. J'en ai une autre qui est en attente là, sur l'affaire Paperclip. Une autre qui doit se passer normalement en Suisse et au Maroc sur la musique qui s'appelle Le Souffle. J'ai coécrit une pièce avant. Il y a pas mal de projets. Hein. Là, en projet, il y a ce qu'il faut. Et hier soir, j'ai pris. Ah non, c'est avant-hier. Oui, c'est mardi soir, Avant-hier soir. Et hier soir, il y avait un autre metteur en scène et auteur qui m'a proposé une pièce. Donc, rien que le titre, et là, c'est une sorte de comédie, mais un peu satirique, mais il y a de la matière qui s'appelle Molière n'est pas mort. Donc voilà, ça fait partie encore un gros projet qui arrive. C'est ça, Tu pratiques la boxe thaï à haut niveau, la danse classique et le chant. Comment ces disciplines nourrissent-elles ton jeu d'acteur? Alors, le chant, par la notion d'interprétation, une fois de plus, parce que là, on va à l'essentiel. C'est-à-dire que dans un texte, qu'est-ce que tu veux raconter? Et là, j'ai un joli projet comme ça avec le compositeur Florent Dion, arrangeur, musicien, etc. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est déjà revenir des textes aussi à travers des poèmes, des choses comme ça. Ça permet d'explorer musicalement, et voilà, ça j'aime beaucoup. La boxe, alors à haut niveau, maintenant c'est de l'entretien. Le haut niveau, c'était quand je faisais de la compétition. Quand tu étais plus jeune, en fait. Quand j'étais plus jeune. Et donc, mais je continue à m'entraîner, voilà, mettre des shadows, du sac, l'entraînement comme ça, tranquille, mais plus ou moins tranquille. De temps en temps, j'y vais quand même de façon un peu plus intensive. Et ça m'a apporté, alors comme la danse classique, qui était aussi à l'époque la danse, pour moi, très formateur, la rigueur. La rigueur, la discipline sportive, c'est une grande aide pour un comédien, d'abord de connaître, de savoir comment jouer aussi avec ton corps, d'utiliser ça, de sentir ton corps. Il y a parfois des personnages qui ont besoin d'être plus ancrés, d'autres qui sont plus aériens. La notion du rapport de force, la distance vis-à-vis de l'autre. Et tout ça, c'est très très précieux. Et ça, c'est le sport, c'est cette rigueur-là que je continue à avoir, qui me permet d'être le plus en forme possible pour continuer tous ces projets. D'accord. Ok. Tu es très attaché à la Normandie. Continues-tu à y travailler ou à y monter des projets? Alors, non, y monter des projets, oui, avec par exemple Guillaume le Conquérant, parce qu'on a eu on est rentré avec le label pour le millénaire, etc. On a été cautionné et labellisé, donc on est content. Pour la Normandie, ça va être plutôt ponctuel. J'avais une compagnie, mais j'ai complètement arrêté, là, ça fait 1 an et demi. Je pense que j'étais arrivé au bout de cette expérience-là, qui s'appelait Cinéthéâtre. Et qui s'appelle toujours, elle se continue avec d'autres personnes. Et voilà. Donc maintenant, pour moi, c'est plutôt associé, enfin pour l'instant, parce que je dis ça, mais non, je vais faire une lecture en juin sur une adaptation de Cyrano, c'est très important. Ça s'appelle Lire en Bray, et c'est fin juin. Et ça va être dans un très joli endroit, je crois que c'est dans un château, donc Lire en Bray. Et ça, c'est encore des lectures, et j'aime beaucoup ça. Voilà, donc des projets ponctuels pour la Normandie, mais je l'associe surtout à un endroit aussi pour aller dehors, travailler dans la nature, la brouette avec mon fiston, la terre, toucher la terre, etc. Après, du coup, et voir la famille, les proches. Après plus de 40 ans de carrière, qu'est-ce qui te motive encore à monter sur scène ou sur un plateau? C'est ça, c'est en fait à la fois de se dire que tout ce travail, ça permet de voir où est-ce que j'en suis au niveau de ce travail d'artisanat.
Et ça, c'est intéressant de voir comment j'aborde des nouveaux projets, comment tout ça. Donc ça m'intéresse d'essayer de mettre au service des projets maintenant cette expérience-là. C'est ça, ouais. Et puis ce qu'on veut raconter, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire et qu'est-ce qu'on peut dire. Et c'est quand même un outil extraordinaire de communication. Ouais. Et de se dire, tout ne passe pas que par l'image, il y a le spectacle vivant. Ça aussi, et ça, pour moi, c'est très important parce qu'il y a un contact. Il y a votre respiration pendant qu'on est en train de jouer, comme l'autre jour, les intentions même dans le personnage, toute cette complicité qu'il y a grâce au spectacle vivant, pour moi c'est quelque chose qui me touche. Parce que là, par exemple, cette interview avec un subjectif où je serais tout seul face à la caméra simplement parler, au bout d'un moment, c'est quand même un peu réducteur. Alors que là, on a une sorte de profil que je triche un peu parce que je joue. Et en plus, c'est un échange et tout. Donc il y a un échange. Je vois ce qui se passe dans tes yeux. Et puis après, moi, on m'a dit, en fait, c'est plus simple et ça donne plus confiance à la personne que tu vas interviewer de faire des interviews, en fait, comme ça, en mode échange, en fait. Absolument. Mais parce que tu t'impliques aussi. Ouais. Et parce que sinon, on m'a dit que si genre tu mets la caméra, tu filmes et tout la personne, la personne, des fois, à un moment donné, elle peut se sentir un peu gênée et tout. Oui, et puis t'es isolé. Ou mal à l'aise, en fait. C'est réducteur. Du coup, en fait, c'est qu'on entendra juste à la voix la personne qui va poser des questions, mais on ne la verra pas. Puis on pense que des fois, dans certains trucs, c'est mieux d'avoir les deux personnes en fait. Absolument. Pour que ça rend meilleur rendu, en fait. Ben là, par exemple, il y a ce que tu dis, il y a l'écoute que je dois avoir quand tu parles, et puis il y a ce que je lis moi dans les yeux. C'est ça, ouais. Et ça ne se remplace pas. Et ça, c'est le spectacle vivant. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est bien, ça marque en fait. Et je trouve que pour moi en tout cas, après je ne suis pas un grand journaliste aujourd'hui, mais qui sait peut-être dans plusieurs années, on ne sait jamais. Hein. Mais en tout cas, moi, le conseil que si je pourrais donner à des gens qui veulent faire un peu ça serait de se filmer avec la personne qu'ils vont interviewer parce que ça peut permettre plus facilement à l'interviewer de se concentrer sur le sujet et puis au niveau du regard avec la personne qui pose les questions et tout en fait. Absolument. T'as tout compris. C'est ça. Donc je pense que ton message est passé aussi pour ceux qui veulent faire cela. Quel conseil donnerais-tu à un jeune comédien qui commence aujourd'hui? Alors déjà, ne pas se tromper dans la formation. C'est-à-dire ne pas aller, j'ai dans telle école parce que ça brille, parce qu'on en a entendu parler, beaucoup de marketing, etc., qui peut se renverser, ça on le voit en ce moment avec certaines écoles privées. C'est d'essayer aussi dans les écoles publiques, puisqu'elles existent, voilà, moi c'est pas cher, tant qu'on a l'âge pour le faire. Voilà, les concours de conservatoire, de région, d'arrondissement, enfin peu importe. D'essayer d'intégrer le plus tôt possible des troupes. Et puis de se dire, voilà, on prend des expériences différentes, de travailler à la fois sur le texte, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois de travailler sur le masque, à la fois de travailler sur les intentions fortes, etc. Donc d'avoir un spectre large au niveau de la formation. Et puis de ne rien idéaliser, vraiment de prendre ça, vraiment de se dire, ok, ça va prendre maintenant du temps. De ne pas courir trop vite sur le casting et tout ça. Quand il y a des castings, profiter pour que ce soit un exercice, là aussi un exercice de style, et de tester un peu ça à travers des castings et tout. Mais surtout, d'avoir la conscience d'être au service des personnages, au service d'une histoire. De ne pas se dire je suis comédien dans la vie. Comédien, c'est une fonction. Voilà, comme journaliste, c'est une fonction. Mais plus on est au clair sur ça, plus on peut aller loin dans l'interprétation. Voilà le conseil essentiel que je pourrais donner. Et sinon, y a-t-il quelque chose que tu as préféré au niveau du tournage, que ça soit plus à l'intérieur ou extérieur en fait? Je ne comprends pas la question. Au niveau du genre des tournages que tu as pu faire, que ce soit des films ou des séries, et l'endroit qui t'a trouvé le plus, où tu t'es senti le mieux, c'est quoi, en extérieur ou en intérieur? Ah ouais, ok. L'avantage de l'extérieur, c'est que, tu vois, régulièrement, là, il y a des baies vitrées, donc je regarde dehors, c'est que ça ouvre. Il y a quand même une ouverture qui est vachement intéressante. C'est-à-dire que tu ressens en même temps le vent, ou le soleil, la pluie, tu es très alerte. Tu ressens la météo, on va dire. Et donc ça, je trouve que ça enrichit un peu, ça enrichit
le plan global. Voilà. D'accord. En revanche, quand on veut travailler sur de la précision et qu'on est vraiment sur du serré, même si on est à l'extérieur, il faut qu'on soit à ce moment-là cadré, très serré, bien cadré, pour pouvoir être plus fin. Et le fait d'être à l'intérieur, ça t'aide certainement à être plus précis sur les intentions. D'accord. Ok. Y a-t-il un rôle ou un projet que tu rêves encore d'interpréter? J'ai pas de vrai manque, à part de les tester au cinéma. Peut-être le Tartuffe, ça pourrait être intéressant, travailler sur ce genre de personnage. Et sinon, voilà, j'ai la chance d'avoir déjà le Don Juan, de l'avoir bien exploré, le Misanthrope, donc Alceste, dans le Shakespeare, et puis qui dans Point d'orgue, et tous ceux que je suis en train de faire. Non, je dirais que maintenant c'est plutôt l'excitation sur chaque nouveau projet qui arrive, et comment on va pouvoir mettre quelque chose de différent. Et donc, comme je suis dans le présent, là pour l'instant, c'est la vraie appréciation pour le mentor que j'interprète. Ok. Quelle est la plus grande anecdote de tournage ou de scène que tu pourrais nous raconter? Je crois qu'une fois, on a eu sur une course-poursuite avec une voiture, là justement, où j'avais pas de doubleur, c'est de doublure cascade. J'étais au volant. Ça aurait pu être un peu dangereux. Je crois même que j'ai mangé un peu une jante, là un peu sur la route, puis il nous disait allez plus vite, plus vite, plus vite. Et comme à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était un peu dangereux et que j'étais censé être le flic qui allait faire attention à quelque chose, bref, c'était dans une course-poursuite. Finalement, il y a 2 motards qui sont arrivés, des vrais motards, et qui m'ont reconnu. À ce moment-là, il y a eu une petite complicité parce qu'il y avait la série Lescaut qui se tournait à peu près en même temps, donc les gars étaient sympas. On a pu aborder ça, ils ont pigé le truc, ils ont été vachement sympas et ils ont proposé d'ouvrir la route. Et du coup, on a pu vraiment faire le plan, foncer. Le gars était derrière dans la voiture, il était super content, le réal. Et l'autre au son, il était complètement caché. Et du coup, les 2 motards se discutent. Je dis non, c'est parce qu'en fait, on fait un tournage, etc. Et comme ils se sont rendus compte qu'on faisait attention et que c'était assez sympa, et qu'on était censé faire une scène qui était effectivement chouette. En gros, on va dire ils ont été touchés. Ils sont plus ou moins un peu participé dedans en fait. Ils ont participé en fait, mais on ne les voyait pas à l'image. Ils se sont dit ok, on ne prend pas de risque, nous on va devant et on vous ouvre la voie. Et du coup, il y avait 0 risque. Le réal était comme un fou parce qu'il n'aurait jamais espéré ça, il était derrière. Parce que lui pensait qu'on allait faire ce petit truc. Mais ils étaient tellement partis, les gars, que du coup, et qu'on a fait un super plan, quand il y a longtemps. Et moi, devant, j'étais censé faire ralentir, donc je jouais avec le rétro, quelqu'un qui allait arriver derrière. Alors qu'en fait, les motards allaient tellement vite que du coup, j'étais obligé de pomper pour être derrière. Donc voilà, on a eu la voie ouverte par 2 vrais gens. Ça a dû faire. C'est impressionnant, parce que les gars ils se foncent, ils étaient de chaque côté, comme si je conduisais mon épouse pour accoucher, quoi. Puis comme si on va dire genre ils faisaient une vraie escorte aussi. Ouais, c'est ça, c'était très très curieux. Ok. Comment gères-tu l'équilibre entre théâtre, télévision, cinéma? De la même façon pour les 3, c'est-à-dire j'essaie de ne pas tout faire en même temps. C'est-à-dire j'essaie d'avoir toujours des petits espaces entre deux. Des périodes en fait. Dans la mesure du possible, de reporter un petit peu, de reculer, etc. Pour avoir le maximum de moments où je pars en pleine campagne, là, s'isoler ou à la montagne, dans un endroit. Et où je laisse tout ça se décanter, je l'apprends, mais en faisant des activités justement de plein air, des choses très simples. En fait, en échangeant au contact de la nature. C'est énormément, ça me ressource énormément. Les fleurs, la plante, enfin tout. Et du coup, et moi j'aime
tous les temps. J'aime aussi le vent, la pluie, la neige, le soleil, bien sûr. Enfin, quand il fait beau. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Ça fait totalement partie de l'équilibre. Dans la mesure du possible, de ne pas avoir trop de choses en même temps. C'est dans plus ou moins les mêmes périodes. Parce que quand tu as beaucoup de projets, tu es un peu obligé. Mais de gagner là, par exemple, 4-5 jours où bing, là, je fais rien, je vois personne. Je m'isole, quoi. Je suis une ermite. Et du coup, une petite question qui n'a rien à voir avec l'AIS et tout. Tu penses que du coup, peu importe le métier qu'on fait, tu penses qu'un contact avec la nature, des fois, ça peut permettre un petit peu d'oublier ce qui se passe autour de nous et de voir autre chose ou pas? Oui, c'est indispensable. Le fait que j'ai la foi, pas dans le dogme, mais une foi vivante, moi je suis en connexion directement, que ce soit avec un regard vivant, mais avec le vivant. Donc dès que je suis dans la création, même si elle soupire, qu'elle est bien endommagée, le fait de me sentir dans ces éléments, à ma petite place de petit homme, dans toute cette grandeur, dans cette intensité, remplie d'animaux, remplie d'insectes, remplie de tous ces éléments forts, ça me nourrit, ça m'équilibre, et c'est indispensable à mon avis pour pouvoir de nouveau être chargé. C'est ça. Je pense que si en contact avec la nature, des fois, ça se permet de se concentrer un peu plus sur soi, je trouve aussi. Totalement. Ça apaise, ça te ressent. Il y a un truc en fait. Et ça permet de relativiser aussi. Te dire, mais en fait, parfois on se fait des montagnes de certaines choses, on court après du vent, quoi. Alors que là, d'un seul coup, c'est juste revenir à l'essentiel, apprécier déjà, te dire, waouh, j'ai un toit, je peux manger, je peux me faire chauffer de l'eau, prendre une douche. C'est déjà un privilège énorme d'apprécier ça, de ne pas chercher à avoir de choses trop grandes. Et ça, la nature te permet de te remettre à ta place. Tu vois, moi, dans l'endroit où je m'isole, là, souvent, il y a des coupures d'électricité, des choses comme ça. T'anticipes, tu as les bougies, des trucs, machin, mais tu te couvres, tu refais, tu fais ta cheminée, ça te ramène à dire, mais... Et puis quand il y a de nouveau un peu plus de confort, t'apprécies, mais quand il y en a un peu moins, ça ne te met pas en surpanique. C'est ça, on va dire, en fait, tu t'adaptes. Absolument. Si tu devrais décrire ton parcours en 3 mots ou en 3 étapes, lesquels seraient-ils? C'est marrant parce que tu m'as envoyé la liste, mais tu vois, je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout. Ok, d'accord. C'est très bien. C'est très bien parce que je regarde comme ça en diagonale, mais j'aime pas trop préparer les choses justement, donc ça permet d'être. Non, mais de toute façon aussi, je pense que c'est plus simple en fait des fois d'envoyer des questions un peu à la personne. Parce que si des fois si tu vois pas, après la personne en fait déjà elle peut pas limite un peu déjà se préparer un petit peu déjà elle-même de son côté. Je suis désolé, je me suis pas vraiment préparé. Non mais c'est pas grave, t'inquiète. Repose-moi la question là-haut, les 3 étapes. Si tu devrais décrire ton parcours en 3 mots ou en 3 étapes, lesquels seraient-ils? Alors, je dirais l'éveil. Si tu veux, je vais être sympa avec toi, je te donne 5. D'accord. C'est plus simple. D'abord, l'éveil de la vie, c'est de prendre conscience d'où on est quand on est enfant, comment ça se passe socialement et autres, etc. Après, c'est l'exploration en ce qui me concerne, puisque, comme je te le disais tout à l'heure, je suis parti à 16 ans et demi aux Antilles, j'ai vécu des choses fortes là-bas aussi. Après, je suis parti en Thaïlande pour la boxe, j'ai fait des choses très très différentes dans la formation, etc. C'est l'exploration. Après, je dirais la formation. C'est-à-dire qu'à travers ça, déjà, ces acquis-là, ou ces expériences-là, épaissir pour avoir une formation, un vrai choix. Moi j'ai une grande fille qui est infirmière, elle a fait un vrai choix, elle a fait une vraie formation et je suis extrêmement fier de son travail, je suis très fier de on en a besoin, que ce soit les infirmiers ou les médecins, on en a besoin. Je suis très admiratif, plus que si elle m'avait dit je veux être comédienne. J'ai rien contre les comédienne, mais je veux dire, il faut aussi relativiser dans les métiers de service. C'est ça, on va dire que c'est le métier qu'on a toujours besoin en fait. Dont on a toujours besoin. Infirmier, médecin, secouriste, on en a toujours besoin de ces gens-là. Pompiers, police. C'est ça, c'est pour ça même que du coup, comme tu as pu voir sur ma carte, en fait, derrière à un moment donné, il y a un truc que j'ai nommé la parole au secours parce que je compte aller essayer de rencontrer que ce soit des policiers ou autres pour leur poser 2-3 questions en fait et de leur donner la parole parce que je trouve qu'en fait ils sont un petit peu, on va dire, souvent
critiqué par les grands médias, que ce soit BFM ou autre. J'ai rien contre ces grands médias, au contraire. Mais je trouve que quand même, il faudrait qu'ils arrêtent de vouloir casser les gens, en fait. Mais ça, n'hésite pas à rentrer en contact avec tout ça. Il y a des groupes et tout ça, et les gens sont ravis de pouvoir en parler. C'est pour ça que je me suis dit, ça peut être top, en fait, d'aller voir des gens comme ça. Et leur donner la parole. C'est ça, en fait, Donc, déjà, moi, après, j'ai un truc un petit peu, c'est pas réellement dans le secourisme que je suis, mais j'ai été victime d'un accident il y a plusieurs années, tu vois, de la route, et du coup j'ai rejoint une association, c'est la prévention routière, tu vois, et franchement, c'est de temps en temps quand on fait des activités et tout avec, et que des fois on voit, même et tout, un événement, tu vois, par exemple, que je vais te raconter qui m'a marqué, c'est avec eux, on est allé sensibiliser les pompiers, tu vois. Ah oui, mais là. Je me suis fait waouh, quand même et tout. Au début, quand on m'a proposé, je me suis fait, mais attends, c'est une blague ou quoi le truc? Parce que c'est les pompiers quand même en fait. C'est eux plutôt, on va dire, c'est limite, c'est plutôt à eux de nous sensibiliser que l'inverse en fait, je me suis dit, tu vois. Et non, au contraire, et tout, même, au contraire, quoi. Ils nous ont dit, bon, on est très contents que vous êtes venus et tout. Parce que des fois, ils cachent, ils ont été cash. On va pas vous mentir, des fois, on a des petits oublis sur certains trucs et tout. Mais ouais, c'est top en fait. Non, mais c'est très important. Et puis ça, c'est complémentaire là aussi dans toutes les formations. On a besoin quoi. Donc, pour en revenir à ta question, c'est pour pas que j'oublie. Donc après, c'est la formation. Et ça rejoint ce dont tu es en train de parler. Après, c'est le partage. C'est une fois que tu as la formation, c'est le partage. C'est ça, Donc ça va être l'éveil, l'exploration, la formation, le partage. Et le témoignage. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ça, Donc en fait, c'est bien que tu en donnes 5 parce que tu vois, là, on a les 5. Et du coup, je vais les retenir parce que ça m'intéresse. Grâce à ta question, tu vois, c'est ça. C'est l'éveil, l'exploration, la formation, le partage et le témoignage. Tout ça, c'est complémentaire. Après, du coup, des décennies à jouer des flics, des durs ou des seconds rôles inoubliables, qu'est-ce qui te fait encore vibrer dans ce métier? Et ça rejoint ce dont je parlais tout à l'heure. C'est l'exploration de nouveaux rôles, c'est de voir qu'il y a un challenge et de se dire tiens, comment je peux l'interpréter, qu'est-ce que je peux y apporter de plus, tout ça. Ce sont des petits défis personnels. Et as-tu un petit mot pour la fin du coup? Ou à moins que si tu as peut-être quelque chose à rajouter, je sais pas. Non, écoute, là je trouve qu'on s'est dit beaucoup de choses. Un petit mot, ça serait l'appréciation de ce moment-là que j'ai eu avec toi. C'est très, très intéressé, moi aussi, à partir du moment où tu parles de ta vie aussi. C'est ça, Après aussi, je trouve que des fois, en parlant un peu de sa vie, des fois, ça peut permettre à la personne de se sentir beaucoup plus à l'aise dans le sujet, des fois, c'est pour ça. Mais là, justement, tu commençais à aborder, tu as dit quelque chose, mais tu n'as pas terminé. Du coup, il y a 7 ans, en fait, j'ai été victime d'un accident de la route, en fait, sur Joinville, tu vois. Je me rendais pour aller au travail un matin, et j'ai été victime d'un accident par une voiture qui a commis plusieurs infractions à la suite, en fait. Elle a grillé le feu rouge, déjà, pour commencer. La deuxième, elle me tape. J'étais en trottinette électrique, elle m'a tapé, j'ai volé dans un pot de fleurs, tu vois. Je me suis retrouvé par terre avec une perte d'inconscience de quelques secondes, tu vois. Mais ce que je remercie, tu vois, à l'heure actuelle, c'est quand même un automobiliste qui est descendu de sa voiture pour aller prendre de mes nouvelles, tu vois. Et c'est lui, du coup, qui m'a aidé à me relever tranquillement et tout, tu vois. Et après, j'apprends quoi 2 jours après, le gars, il se fait arrêter plus loin, sur la continuité de son parcours, il se fait arrêter par la police. Après avoir pris la fuite, bien évidemment, sous emprise d'alcool et de stupéfiants. Donc je fais putain, le mec, en fait, il avait enchaîné les conneries ce jour-là, en fait. Donc il y a eu des procès et tout, là. Après, je sais pas ce qui s'est passé de plus. Parce que du coup, j'ai quand même porté plainte, tu sais, pour l'accident et tout. Évidemment. Mais après, je reçois 6 mois après, l'individu n'a pas pu être identifié malgré qu'il avait été arrêté. C'est ça que j'ai pas compris, tu vois. Je reçois un courrier du tribunal. Il a donné une fausse identité alors. Je suppose, Parce que je reçois un courrier du tribunal et tout. On m'a informé comme quoi, que du coup, suite à ça, le truc a été classé sans suite. Malgré qu'il a été arrêté par la police. Tu n'as pas pu faire appel et tout ça? Après, je me suis dit, non plus, vu que j'ai un petit peu, tu sais, je voulais un petit peu essayer d'oublier le. J'ai pas pensé sur le coup à vouloir faire appel, en fait. Ah mince. Mais du coup, 7 ans en arrière, il y a 7 ans en arrière. T'es pris en charge comme. Du coup, j'ai été suivi et tout. Après, j'ai vu des médecins et tout. Et du coup, en fait, après, dû à ça, en fait, je me suis dit,
dès que j'ai eu le résultat, tu vois, le tribunal, je me suis fait, il faut que je trouve un moyen en fait d'aller sensibiliser les gens pour essayer un peu d'apporter, pas ma vengeance, tu vois, mais ta contribution à ça, c'est ça en fait, de contribuer, de témoigner et pour permettre aux gens de dire attention si vous prenez si vous prenez le volant, à ci, à ça en fait. Il y a combien de temps ça? C'est arrivé en juillet, il y a 9 ans, il y a 7 ans de ça, tu vois. 7 ans de ça en fait, ouais. Un matin, je partais pour me rendre sur mon lieu de boulot, tu vois. Je me suis fait, ça y est. Mais quand j'ai perdu conscience et tout, j'étais par terre, en fait. Je me suis fait, bah ça y est, c'est fini, tu vois. Et même pendant que j'étais là, par terre et tout, que j'étais inconscient, en fait, je voyais ma vie qui défilait devant moi, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, j'ai envie de dire à l'heure actuelle, mon monsieur qui a été là, qui m'a relevé, je sais pas, il m'a pas donné son identité, tu vois. Mais je le remercie à l'heure actuelle parce que sans lui, je sais pas où je serais, tu vois. Bien sûr. C'est tout. Ouais, il y a des expériences dures comme ça. C'est ça. Bon, après, j'ai quand même su, parce que du coup, moi, après, j'ai quand même contacté d'autres policiers en dehors de l'enquête et tout. Et j'ai su que, quand même, malgré qu'ils m'ont dit que le truc était classé sans suite, il s'est quand même mis 2 mois, il a eu 2 mois de suspension de permis, quand même, le gars. Bon, après, je me suis dit, c'est pas assez, en fait, il aurait pu me tuer sur le coup. Attends, mais s'il a eu 2 mois, c'est qu'ils l'ont identifié. Je sais pas, mais on m'a dit qu'il a eu 2 mois, et je reçois un courrier du tribunal qui me dit qu'il n'y a rien eu en procédure. Mais t'as pas. Non, mais du coup, j'ai pas tout capté, tout tu vois. Mais je me suis dit, c'est bizarre en fait, tu vois. Moi, je serais toi, j'enverrais ne serait-ce un courrier pour dire, mais là, même si ça fait des années, j'aimerais comprendre ce qui s'est passé. C'est ça, ouais. Bon, il faut que je fasse attention à l'heure, parce que je vois qu'il est déjà à 15h16 et qu'après j'ai un rendez-vous, mais... D'accord, pas de soucis, ouais. Est-ce que toi, tu as terminé la pour moi, du coup, c'est bon pour moi et tout. Ok, merci à tous et merci à toi. De rien. Ah ouais, moi ça me fait mal au cœur.